Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur Investir dans les dividendes. Franchement, plus que jamais, je suis super content de vous retrouver ici. Ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo. Vous avez été nombreux et nombreux à m'écrire. Alors, juste avant de parler du programme de cette vidéo, je tenais à m'expliquer. J'ai eu un début d'année où il y a eu beaucoup de changements sur le plan personnel et professionnel, ce qui fait que j'ai été énormément occupé. Donc, j'avais mis un petit peu entre parenthèses la chaîne. Mais ça y est, cette fois-ci, je suis de retour et je tenais vraiment à vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés et toutes les marques de sympathie. Ça m'a fait chaud au cœur et ça m'a donné envie de revenir plus vite ici sur cette chaîne. Donc ça y est, je reprends les vidéos. On est reparti avec le top 3 des actions à dividendes pour ce mois d'avril 2023. Et attention, dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 entreprises que je possède personnellement, mais sur ces 3 entreprises, il y a 2 entreprises dont je n'ai jamais encore parlé sur cette chaîne, des entreprises que j'ai rentrées récemment dans mon portefeuille. Je veux dire combien d'actions j'ai achetées, ce que je compte faire et pourquoi j'ai décidé d'acheter ces entreprises. Comme d'habitude, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier et que c'est à vous de faire vos propres recherches et de décider d'investir ou non dans une entreprise. Et je suis actionnaire des 3 sociétés mentionnées dans cette vidéo. On commence par une entreprise que vous connaissez bien si vous suivez la chaîne Investir dans les dividendes depuis quelques temps maintenant. C'est l'entreprise ALD Automotive. Je vous ai mis le code EASIN, vous êtes plusieurs à me l'avoir réclamé, donc pour que vous puissiez retrouver l'action, le code EASIN est sur l'écran, le code mnémonique aussi qui est ALD, cette action elle est éligible au PEA et au cours actuel, au moment où je tourne cette vidéo, ça génère un rendement de 9,65% grâce à un dividende assez sympathique. On va regarder un petit peu ce que fait déjà ALD si jamais vous ne connaissez pas cette entreprise avant de zoomer sur les résultats 2022, sur la fusion avec LeasePlan qui va arriver et ce qu'on peut espérer dans l'avenir. Donc ALD en fait a 2 grands métiers, la location longue durée d'une part, donc location longue durée surtout aux entreprises mais également aux particuliers et de plus en plus, et également la gestion de flotte. Donc la différence entre ces 2 métiers, c'est qu'au niveau de la location longue durée, ALD en fait possède la voiture, alors que dans la gestion de flotte, eh bien l'entreprise possède ses propres véhicules et ALD est là pour des questions de service, pour aider à la maintenance et réparation, pour la gestion des pneumatiques, pour gérer tout ce qui est assurance, carburant, etc. Donc c'est tout ce qui est service. En sachant que 81% de la flotte totale, c'est de la location longue durée chez ALD Automotive. Alors là, je vous ai mis une petite slide qui reprend depuis 2005. Alors la société n'a pas été créée en 2005, mais en tout cas, là, on voit sur les 17 dernières années l'évolution de la flotte, une croissance qui est soutenue au fil des ans. Vous voyez, on est passé globalement de 600 millions de véhicules à 1,8 million de véhicules en 2022. Alors la croissance, elle a été plus faiblarde sur les années 2019, 2020, 2021, 2022. Bon, en même temps, il y a eu le Covid ces dernières années, donc il y a eu des pénuries de pièces. Donc ALD a eu des difficultés pour se faire livrer ces véhicules et donc a prolongé les contrats de ces véhicules existants de manière assez fréquente auprès des entreprises clientes. Donc ça explique sûrement cette quasi-stagnation au cours de ces toutes dernières années. Ce qu'on voit, c'est qu'entre 2005 et 2022, ALD est passé de 29 à 43 pays. Et ce qui est très important, c'est que le coefficient d'exploitation, c'est les coûts en fait de l'entreprise, les frais de personnel, l'amortissement, etc., est passé de 65,2% à 47% en 2022. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que chaque point qui est gagné en coefficient d'exploitation permet de générer plus de bénéfices derrière, plus de marge pour l'entreprise ALD. Donc, plus le coefficient d'exploitation de l'entreprise est bas, mieux elle est gérée, plus elle est rentable. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Si on regarde ces 1,8 million de la flotte totale d'ALD, eh bien, on voit que grâce à ça, ALD au niveau des multimarques est le numéro un leader devant notamment LeasePlan. LeasePlan, donc je vous rappelle que ALD va racheter LeasePlan, c'était son principal concurrent. Devant Arval qui appartient à BNP Paribas. Après, vous avez quoi? Vous avez notamment Alphabet. Alors, Alphabet, c'est pas la maison mère de Google au niveau de ce document-là. Alphabet, c'est la captive, c'est la société de financement de BMW, voilà, qui est présente sur ce marché. Donc, on voit que ALD est un des leaders de la location longue durée. Vous avez après les sociétés captives, donc les sociétés de financement tout à droite de ce graphe, qui sont ultra leaders, mais qui sont du monomarque avec Volkswagen et Toyota notamment. Et vous avez Mobilize, RCI. Donc RCI, ça c'est Renault
Renault. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est que ALD plus LeasePlan, ça va faire un nombre de véhicules assez sympathique et donc là, ALD va vraiment prendre le large par rapport aux concurrents, multimarques. On passe maintenant au résultat de l'année, 2022, année historique avec un résultat qui, pour la première fois de son histoire, passe la barre du milliard d'euros de bénéfices en hausse de 38 et elle la passe même bien cette barre puisque c'est 1,203 milliard d'euros de bénéfices qui ont été réalisés en 2022 par ALD Automotive. On voit que la marge, elle a progressé de 31,7 il y a eu des coûts quand même, hein, ce résultat historique a quand même été imputé de 128 millions d'euros de coûts liés à l'acquisition de LeasePlan. C'est normal, il faut payer les avocats, les juristes, tous ceux qui bossent sur la fusion-acquisition. Donc il y a des coûts qui sont vraiment énormes. Et puis vous avez un dividende qui a été proposé sur un payout ratio de 50%, donc la moitié des bénéfices reversés aux actionnaires de 1,06 euros. On va reparler de ce dividende dans un instant dans cette vidéo. Juste, j'ai tenu à vous remettre ces éléments-là pour insister sur la revente des véhicules d'occasion parce que les résultats historiques ont aussi été portés par les prix des véhicules d'occasion. Vous savez que depuis quelques années, depuis le Covid et la pénurie des pièces neuves, des semi-conducteurs pour les véhicules neufs, eh bien, les prix des véhicules d'occasion ont explosé face à la demande. Effectivement, les constructeurs avaient de plus en plus de mal à livrer les véhicules neufs et donc ce qu'on appelle les VO, les véhicules d'occasion, ont vu leur prix augmenter très très fortement et ça a bénéficié à plein à LD qui, je vous le rappelle, dans le cadre de la location longue durée, possède ces véhicules puisque vous voyez que la marge moyenne par véhicule revendu est passée de 1422 euros à 2846 euros, donc du x2 au niveau de la marge unitaire. Donc forcément, ça aide au niveau des résultats d'ALD Automotive. Alors justement, puisqu'on parlait de la revente des véhicules d'occasion, si on regarde sur le côté droit au niveau du graphe, vous voyez que ALD Automotive a revendu moins de voitures en 2022 qu'en 2021, 263 000 versus 308 000. Ça, c'est dû, donc au niveau de l'explication, si vous lisez en dessous, ce volume plus faible, eh bien, c'est dû aux fameuses extensions de contrats dont je vous parlais. Comme il y avait moins de véhicules neufs, eh bien, les contrats ont été prolongés. Donc, ça joue sur le nombre d'unités de voitures qui ont été vendues en 2022. Et on peut imaginer qu'il y aura aussi ce petit effet en 2023 avec aussi du renouvellement du parc qui n'a pas été dingue au cours de ces dernières années, ce qui devrait jouer, à mon avis, au cours des années à venir. Ce qui est important, c'est que quand vous investissez dans ALD, vous investissez dans une entreprise qui fait attention à son ESG et notamment à ses émissions de CO2 et aux émissions de ses clients. On voit qu'en 2022, les véhicules électriques ont représenté 27% des livraisons. C'est au-dessus de la part de marché du véhicule électrique sur les livraisons de voitures neuves de 23%. Donc, c'est-à-dire que ALD surperforme son marché sur les véhicules électriques. Donc ça, c'est intéressant. Et vous voyez, sur les moins 70% qui sont targetés sur 2030 sur les émissions de CO2 au niveau de ses clients, notamment grâce aux livraisons des véhicules électriques, eh bien, on voit que ALD Automotive a donc un objectif qui est extrêmement ambitieux et que grâce à cette explosion des véhicules électriques, eh ben, il y a un impact direct au niveau des flottes délivrées à leurs nouveaux clients et aux émissions de CO2. Quelques actualités d'ALD Automotive. Donc ALD, tout comme sa maison mère, était présente en Russie. Alors elle l'est toujours d'ailleurs, mais il y a un article qui est sorti dans Les Échos, article qui date du 20 février 2023, où ALD serait en discussion pour revendre ses actifs en Russie et sortir définitivement de Russie par rapport aux événements qu'on connaît tous. Bon, sachant que la Russie, sur une flotte de 1,8 million de véhicules, ça représentait que 14 000 véhicules. Donc c'est pas grand-chose, ça va pas changer le game. Mais ALD n'a pas souhaité commenter cette rumeur de presse, mais il n'est pas exclu qu'on ait des nouvelles au mois de mai 2023, donc là dans moins d'un mois au moment où je tourne cette vidéo, notamment lors de la présentation du chiffre d'affaires des résultats du premier trimestre 2023. Peut-être que les choses auront bougé d'ici là et qu'on aura une annonce d'ALD. Toujours dans les news, ça c'est beaucoup plus récent, c'est sorti le 4 avril, ALD Automotive a signé un accord international avec ChargePoint. Alors ça, c'est
extrêmement intéressant. Si vous ne connaissez pas cette boîte ChargePoint, en fait, c'est une boîte qui développe des réseaux de recharge de véhicules électriques. Et donc là, ALD va créer une co-entreprise en Europe pour permettre aux entreprises clientes internationales et locales de recharger leur parc de véhicules électriques. Il prévoit, je vous l'ai mis à droite là, un réseau de plus de 485 000 emplacements de recharge à travers l'Europe, avec une appli dédiée et une carte de recharge. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que ALD voit bien que l'explosion des véhicules électriques, je vous ai dit, 27% des nouvelles livraisons en 2022, et ben, ils ont à cœur, bien entendu, d'accompagner leurs clients dans cette transition énergétique, écologique, en étant du coup dans cette co-entreprise. Je trouve ça particulièrement bien joué de la part d'ALD Automotive pour proposer ces solutions à ses clients. Autre communiqué de presse, cette fois-ci c'était le 22 mars 2023. ALD donc signe un accord pour la vente de 6 filiales et a décidé de convoquer une AGE, donc c'est une assemblée générale extraordinaire, le 28 avril 2023 afin d'approuver l'acquisition définitive de LeasePlan. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ALD plus LeasePlan, avec les positions de numéro 1 et de numéro 2 sur du multimarque et particulièrement en Europe, eh bien il y a eu les autorités de la concurrence qui ont réclamé des ajustements pour éviter des abus de position dominante. Et donc ALD a signé un accord avec Crédit Agricole Consumer Finance et Stellantis pour pouvoir céder ses filiales en Irlande, au Portugal et en Norvège, ainsi que des filiales de LeasePlan au Luxembourg, en Finlande et en République tchèque. Donc, si jamais le 28 avril, l'acquisition de LeasePlan est validée lors de cette assemblée générale extraordinaire, eh bien, dans la foulée, le jour même, les 6 sessions de filiales auront lieu. Puisqu'on parle de l'acquisition de LeasePlan, regardez ce que donnerait la flotte de l'entité combinée. Donc ça, c'est au 31 décembre 2022, une répartition géographique assez intéressante, c'est-à-dire que la France serait toujours le premier pays avec 19% de la flotte, mais on voit que vous avez d'autres pays qui émergent et qui permettent d'avoir une diversité géographique beaucoup plus intéressante, avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie qui seraient tous les deux à 11% de la flotte de l'entité combinée, suivi du Pays-Bas et de l'Espagne. Et puis sur 31%, c'est les autres pays. Donc c'est vraiment intéressant dans une logique de diversification au niveau des marchés, cette fusion. Il n'y a pas qu'au niveau géographique que cette fusion va être intéressante. Ça va être sur un plan financier également, puisque voilà, on va regarder une petite slide sur l'update de l'acquisition de LeasePlan. Donc en 2022, ils ont obtenu toutes les autorisations qui vont bien au niveau de l'autorité de la concurrence, au niveau de la BCE également. Ce qu'on voit en bas à gauche, c'est qu'il y a quand même des coûts qui vont être importants, des coûts d'acquisition. Forcément, quand vous rachetez une boîte, il y a des coûts. On en a parlé tout à l'heure. En 2022, il y a eu 128 millions d'euros de coûts. Ils projettent entre 150 et 180 millions en 2023. Bon, je préfère tabler sur 180 millions d'euros du coup pour être sûr. Et normalement, d'ici à 2025, quand on cumule tous les coûts d'acquisition, fusion des services, réorganisation, etc., on serait à 475 millions d'euros, c'est-à-dire quasiment un demi-milliard d'euros de coûts pour cette acquisition, donc supplémentaire au prix, bien sûr, c'est vraiment ce que ça coûte au quotidien pour faire en sorte que les deux boîtes fusionnent bien. Mais ce qui est très intéressant, c'est si vous regardez le graphe en bas à droite, c'est que les synergies annuelles à partir de 2025, alors si tout se passe bien comme prévu, etc., elles seraient de 440 millions d'euros. Ça veut dire que oui, il y a des coûts de quasiment un demi-milliard d'euros, mais en une seule année, normalement, une fois que les entités seront bien fusionnées, combinées, réorganisées, et bien derrière, on devrait récupérer quasiment cette somme, ces coûts totaux en une seule année, et chaque année bénéficier de cette fusion grâce à ces économies de coûts énormes et des économies d'échelle que cette fusion va pouvoir générer. Donc réponse le 28 avril, mais tout s'est bien passé, l'augmentation de capital, les approbations. Donc normalement, le 28 avril, ce ne sera qu'une formalité. Puisqu'on rachète LeasePlan, eh bien, ce qui est important, c'est de regarder rapidement, très très rapidement, une seule slide sur les résultats de LeasePlan. Ce qu'on voit, c'est que l'année 2022 a été très très bonne aussi pour LeasePlan, qui, je vous le rappelle, est une entreprise néerlandaise à la base. L'augmentation du résultat net de l'entreprise s'élève à plus 90%, avec quasiment 2 milliards
de résultats nets réalisés en 2022. Donc, vous voyez qu'en termes de rentabilité, c'est très, très sympathique au niveau de l'Isplan. Le résultat net a été supérieur à celui de ALD Automotive en 2022. Ce qu'on peut regarder très rapidement aussi, c'est au milieu là, du communiqué sur le Serviced Fleet. Donc, la croissance en fait de la flotte a progressé de 7% cette année, donc très dynamique, avec 1,6 million de véhicules, ce qui est un plus haut historique. Je vous ai fait ce petit graphe avec le résultat net, l'évolution du résultat net depuis 2011 d'ALD Automotive. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu une croissance qui s'est très très bien passée jusqu'en 2017. Depuis 2017, ça a été un petit peu plus mouvementé. Après, on voit le gros rebond en 2021 grâce notamment aux ventes de véhicules d'occasion avec les prix qui avaient explosé. Pareil en 2022 avec les fameux 1,2 milliard de résultats nets. Donc, on voit que globalement, sur la durée, c'est une entreprise de croissance ALD Automotive. Si on regarde maintenant le nombre total d'actions en circulation depuis la cotation d'ALD Automotive, je crois que c'était en 2016 de mémoire, on était sur 404 millions d'actions. Là, il y a eu une augmentation de capital qui a été faite au mois de décembre 2022 pour financer en partie le rachat de l'Isplan. Et donc, avec cette augmentation de capital, on est passé à 565 millions d'actions. Mais c'est pas fini, puisque à partir du moment où la transaction sera définitivement approuvée par les actionnaires d'ALD le 28 avril 2023 lors de l'Assemblée générale extraordinaire, eh bien, il y aura une émission d'actions supplémentaires, environ 251 millions d'euros d'actions qui restent à émettre au profit des actionnaires de l'Isplan, parce qu'ils prennent du cash, mais il y a une partie qui est réglée aussi au niveau du capital. Les actionnaires de l'Isplan auront globalement 30% du capital d'ALD Automotive. Au final, on aura doublé le nombre d'actions qui composent le capital d'ALD. Alors là, ce sera le new ALD avec l'Isplan intégré, puisque vous voyez, si on rajoute 251 millions d'euros d'actions à 565, ça nous donne un peu plus de 816 millions d'actions qui composeront le capital du nouveau ALD une fois la fusion validée. Alors parlons dividendes maintenant. Bah ouais, en même temps, on est quand même sur investir dans les dividendes, donc c'est logique qu'on en parle. ALD va verser 1,06 € à partir du moment où c'est validé en assemblée générale, bien entendu. Ça représente 50% de payout ratio, donc ça veut dire que sur 100 € de bénéfices, eh bien ce dividende représente la moitié. Donc voilà, la moitié des bénéfices sont reversés aux actionnaires. Le BPA 2022, je l'ai recalculé avant AK, c'est-à-dire avant augmentation de capital. Il aurait été de 2,66 €. Donc un BPA, un bénéfice par action historique. Et après AK, comme on a créé des nouvelles actions, bah forcément, vous divisez le bénéfice par un plus grand nombre d'actions. Et donc, ça nous donne un BPA 2022 après AK, après augmentation de capital de 2,13 €. Vous faites 2,127 divisé par 2, ça fait 1,06 €. Donc, on est bien sur ce fameux payout ratio de 50%. Il n'empêche que même avec cette augmentation de capital, le rendement 2022 au cours actuel de l'action qui est 10,98 €, c'est le cours de clôture à vendredi soir, eh bien, ça représente un rendement de 9,65%. C'est quand même assez sympathique. On est dans une entreprise de croissance et qui, en plus, génère un rendement grâce à son dividende et à son cours de bourse qui, pour moi, est anormalement bas actuellement de 9,65%. C'est pour ça que ALD Automotive, j'adore cette entreprise. J'avais participé à l'augmentation de capital fin décembre. Je me suis renforcé depuis de manière assez agressive au capital d'ALD Automotive, à tel point que je vous le dis, ALD Automotive est devenu aujourd'hui ma première ligne dans mon portefeuille, loin devant toutes les autres. Donc, je me suis renforcé de manière très importante sur ALD Automotive, mais on va en parler quand on va regarder le cours de l'action dans 2 slides. Juste avant, je vous rappelle l'évolution du dividende. Le dividende a été bien gapé en 2022 au titre de 2021, progression de plus 71% à 1,08 € versus 0,63 € l'année précédente, en sachant que je vous rappelle que ALD avait fait partie des rares entreprises à ne pas baisser son dividende, à ne pas le couper en 2021 au titre de 2020 ou en 2020 au titre de 2019, et que ça, c'est quand même appréciable. ALD prend soin de ses actionnaires. Je vous ai quand même calculé ce qu'aurait été le dividende si jamais il n'y avait pas eu d'augmentation de capital pour l'acquisition de l'Isplan, si on n'avait pas racheté l'Isplan et que le payout ratio avait été de 50%. En voyant, on aurait perçu 1,33 € par action, donc le rendement aurait été complètement dingue. Mais voilà, il y a cette augmentation de capital. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que ça va permettre de continuer à LD de faire de la croissance, de générer des économies de coûts qui vont être énormes. On en a parlé, quasiment un demi-milliard d'euros par an.
Et donc ça va soutenir les bénéfices, la croissance de l'entreprise et donc les dividendes futurs, même s'il y aura peut-être une petite période de flottement, entre guillemets, 2023, 2024, 2025. Le dividende, ils vont peut-être pas le faire progresser de manière dingue parce que les prix des véhicules d'occasion vont quand même baisser et parce qu'il y a cette intégration avec pas mal de coûts. Il faut que ça se passe bien, donc il y a quand même du risque. Mais si jamais ça réussit et que la fusion est bien gérée par le management, on va avoir une machine de guerre qui va nous permettre de générer de la croissance et de la croissance des dividendes pour pas mal de temps, à mon avis. Terminons rapidement avec cette entreprise sur le cours de bourse au cours de l'année qui vient de s'écouler. Quasiment flat, hein, moins 4,77% sur un an. Vous voyez qu'elle a pas mal varié. Au plus bas, à 8,38 €, c'était au mois de septembre 2022. L'entreprise s'était très très bien reprise depuis le mois de décembre 2022. Et on voit que même début mars 2023, elle avait touché et dépassé les 13 €. Et donc là, il y a eu une belle baisse depuis quelques temps. Elle met du temps à s'en remettre et je pense que c'est une opportunité. Moi, mon prix de revient unitaire sur ALD, il est aux alentours de 10,90 €. Donc, vous voyez, quasiment au cours actuel. Donc, ALD, je vous l'ai dit, c'est devenu ma première ligne aujourd'hui. Donc, il ne faut pas que je déstructure trop mon portefeuille. Il ne faut pas qu'il y ait un poids trop important d'ALD automotive. C'est des règles de bonne gestion. Donc aujourd'hui, je pense que je suis au niveau auquel je dois être en termes de nombre d'actions et en poids de mon portefeuille. C'est-à-dire que ALD automotive représente aujourd'hui tout juste un petit peu plus de 10% de mon portefeuille total. Par contre, je ne m'interdis pas éventuellement, si jamais ça baisse sous les 10 €, 9,50, de me renforcer quand même et de dépasser un petit peu ce 10% du poids total de mon portefeuille, même si c'est pas toujours très prudent de faire ça. Eh bien, je m'interdis pas de me renforcer. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je me suis renforcé pas mal de fois dernièrement, y compris au mois d'avril, au mois de mars, aux alentours des 10,20 €, 10,50 €, 10,60 €. Donc voilà, pour moi, c'est des cours d'achat. C'est juste que j'arrête pour le moment, étant donné que ALD représente un poids significatif dans mon portefeuille et est ma première ligne. Mais je pense qu'il y a vraiment des opportunités avec cette boîte. Après, encore une fois, ce que je vous dis là, ce n'est pas des conseils d'investissement. C'est à vous de regarder par rapport à votre propre situation, si jamais ALD vous intéresse et si jamais vous voulez vous exposer ou vous renforcer auprès du capital de cette entreprise. Voilà, ça c'était la première société. On continue avec la deuxième, qui est une boîte dont je ne vous ai jamais encore parlé sur cette chaîne. Et pourtant, je l'ai déjà eu quelques fois dans mon portefeuille dans le passé. Mais là, je viens d'y revenir. Il s'agit de l'entreprise ABC Arbitrage, qui est éligible à la fois au PEA et en même temps au PEA PME. Son rendement, il est de 6,64% au cours actuel. Alors, ABC Arbitrage, pourquoi c'est intéressant, à mon sens, de posséder cette entreprise? C'est que cette boîte, elle marche comme une assurance quand vous avez des marchés financiers qui sont en pleine turbulence, qui sont chahutés avec de la forte volatilité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir un petit peu d'assurance dans son portefeuille. Mais je vais déjà vous montrer ce que fait ABC Arbitrage concrètement. Alors, comme c'est un petit peu complexe, j'ai trouvé une vidéo sur la chaîne YouTube d'ABC Arbitrage qui explique, je trouve, très bien ce qu'ils font. Ils arrivent à simplifier. Donc, je vais vous diffuser cette vidéo qui dure moins d'une minute 30 et qui va vous montrer de manière assez simple ce qu'est un arbitrage très concrètement. Et juste après, on reprend avec, comme d'habitude, les résultats 2022, le dividende, le management, etc. What is an arbitrage? Arbitrage is the simultaneous purchase and sale of an asset in order to profit from a difference in the price. Let's try with a common product, like an iPhone. The full-featured last version cost $849 on the US Apple Store and €969 on the French market. Let's convert, and wow, there's a $228 gain per device. Wait. It's not that simple. We need to buy the devices, pay, ship, adapt, and find buyers. When executed, each device keeps a small profit. So let's try again with a bigger boat, or plenty of boats. But of course, multiple boats means more money. But there will be a part of risk, of course, anticipated. At ABC Arbitrage, we do not trade physical devices, but financial products, multi-asset class, from everywhere to anywhere. Our algorithms scan in real time the markets to detect arbitrage opportunities. This is arbitrage.
Voilà, je vous l'avais dit, hein, elle est très bien faite cette vidéo qui explique ce qu'est un arbitrage de manière très concrète et très simple. Au niveau d'ABC Arbitrage, ce qui est très intéressant pour moi, hein, selon moi, dans cette boîte, c'est que dans des contextes de très très forte volatilité, donc c'est quand il y a des craintes ou au contraire il y a une euphorie, des marchés, des volumes sur les marchés qui sont très importants, beaucoup de fusions, acquisitions, etc. Eh bien, tout ça, en fait, dans ce contexte-là, ça va être des éléments de contexte extrêmement positifs qui ont un impact vraiment très positif sur l'activité d'ABC Arbitrage et ce qui font que quand les marchés partent un petit peu en vrille, soit il y a une euphorie haussière, soit ça baisse très fortement parce qu'il y a des craintes, et bien là, ABC Arbitrage arrive à naviguer parfaitement dans ces conditions de marché. Et donc, quand vous voyez toutes vos autres positions qui baissent et entreprises qui souffrent, et bien ABC Arbitrage sert un peu de flotteur. Elle nous permet de nous maintenir à la surface et de générer des profits assez intéressants, de payer des dividendes. Et avec ces dividendes, bah, ça me permet de racheter derrière des entreprises qui auraient bien baissé dans ces conditions de marché qui sont un petit peu compliquées. Donc, au niveau d'ABC Arbitrage, ils se définissent comme une tech company. En fait, ils ont des robots, des algorithmes qu'ils ont développés en interne qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui est un truc de dingue, c'est qu'ils absorbent chaque année des millions de data pour créer leurs nouveaux algorithmes, pour les faire évoluer. Et ils interviennent sur les marchés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils interviennent sur quasiment 100 places de marché dans le monde. Sachant que chaque année, vous voyez les chiffres à gauche en jaune et noir, eh bien chaque année, ils envoient en moyenne 10 millions d'ordres et il réalise 200 000 trades. Donc en fait, j'ai fait le petit calcul tout à l'heure, je me suis amusé. C'est un truc de dingue, puisque quand vous divisez 200 000 par 365 jours, étant donné que ça travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, eh bien on est quand même à 550 trades réalisés par jour. C'est un truc de dingue. Et si on voit le nombre d'ordres qui sont envoyés par jour, on est sur plus de 27 000 ordres qui sont envoyés par jour. Et ils indiquent, vous voyez en bas, entre x3 et x5, si jamais il y a une volatilité qui est extrêmement élevée, ça veut dire qu'ils peuvent faire jusqu'à quasiment 3000 trades par jour quand il y a une volatilité qui est extrêmement élevée. Donc ça, c'est des datas qui, moi, m'impressionnent vraiment énormément. Ce que j'aime bien aussi au niveau de cette entreprise, c'est que le management, il est ce qu'on appelle skin in the game. Il joue sa peau en fait quand il dirige cette entreprise-là, puisque vous voyez que le top management possède 22% du capital de l'entreprise et donc il y a un alignement d'intérêts qui est vraiment très important entre les actionnaires et le team management. Donc ça, c'est extrêmement important à mes yeux. Vous le savez, j'adore quand le management a ses sous placés directement dans l'entreprise et doit faire attention aux choix d'investissement, aux choix stratégiques qui sont repris parce que demain, si jamais la boîte plante, eh ben, ils perdent tout leur patrimoine ou quasiment la plus grosse partie en tout cas de leur patrimoine. Vous voyez, à 4,4%, vous avez Dominique Séolin. Dominique Séolin, c'est le patron, c'est le CEO d'ABC Arbitrage qui possède aussi au-dessus la financière WDD. Il possède un peu plus de 50% de cette entreprise-là. Donc, ça veut dire quand vous cumulez sa participation à titre individuel et les 50% qu'il a dans financière WDD, eh bien, il a globalement à lui tout seul 10% du capital. En dessous de Dominique Séolin, vous avez David, alors je ne sais pas comment ça se prononce, David Oé, qui lui aussi est en fait le bras droit de Dominique Séolin, qui a 5,8% du capital. Et donc, du coup, bah, ce qui est très intéressant, c'est ce que je vous disais, c'est que le PDG lui-même est très investi au capital de son entreprise, en sachant qu'il y a pas mal de flottants. Hein, vous voyez, 51,9% des actions qui sont en free float. La boîte possède 1% de ses propres actions. J'espère qu'elle pourra les annuler, un de ces quatre. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, l'intérêt des actionnaires et dirigeants sont parfaitement alignés chez ABC Arbitrage. On enchaîne avec les résultats 2022 qui sont élevés à 29,2 millions d'euros. Un ROE, donc un Return on Equity de 18%. Ça, c'est très très rare hein, de voir des entreprises. Il n'y en a pas des milliards qui ont un ROE de cet ordre-là. Donc ça, c'est extrêmement positif. On voit les résultats 2022 comparés à 2021 et 2020. Donc on voit qu'il y a de la décroissance par rapport à 2020, mais
avec le Covid, il y avait une volatilité de taré, des gros volumes, et donc c'était un terrain de jeu qui était parfait pour ABC Arbitrage. Donc, on voit que le résultat net avait été monté à 35 millions d'euros et que le bénéfice par action était à 60 centimes d'euros par action. Donc là, on voit que par rapport à 2021, 2022, c'est légèrement au-dessus. Légère croissance du bénéfice par action à 0,49 centimes d'euros versus 0,48 en 2021. Je trouvais intéressant de vous montrer cette slide-là qui reprend, sachant que la boîte a été créée en 95, mais qui reprend du coup les éléments de rentabilité, notamment donc de ROE, donc de Return on Equity, et également de résultat net sur les 15 dernières années, en sachant que depuis la création en 1995, il n'y a jamais eu un exercice sans résultat positif. Donc c'est quand même plutôt beau, hein. Il n'y a pas 15 milliards de boîtes qui, en 30 ans d'existence, n'ont pas fait un seul exercice déficitaire pour X ou Y raison. Donc vous voyez que c'est très très bon au niveau du ROE, au niveau du return on equity. Et surtout, ce que vous voyez en fait, c'est que les années où c'est la merde sur les marchés boursiers, en fait, c'est un terrain de jeu très intéressant et quasi idéal pour ABC Arbitrage. Regardez, 2008, là, on voit 41 millions d'euros de résultats nets, 45% de return on equity. Donc 2008, je vous rappelle que c'était le cataclysme financier le plus total, hein. Ça a été le bordel total. 2009, ça avait baissé, il y avait moins de volatilité que 2008, mais ça restait quand même très très haut. 2010 également. 2011, hop, ça remonte avec 34 millions de résultats nets. 2011, de mémoire, ça était parti en vrille quand même en Europe. De mémoire, le CAC 40 avait baissé, je crois, de 16 ou 17%. Donc, voilà, ouais, dans ce contexte-là, ABC Arbitrage a très très bien fonctionné. Après 2012, il y a eu Mario Draghi, la BCE, avec Whatever It Takes. Quoi qu'il en coûte, la BCE sera là pour pouvoir sauver la zone euro, etc. Donc ça avait normalisé les marchés. On avait commencé le quantitative easing également au cours des années qui ont suivi. Donc là, ça a été un peu plus compliqué pour ABC Arbitrage. 2016, volatilité, hein, sur les marchés, ça s'est pas bien passé, c'était pété la gueule, ça a remonté en fin d'année. L'année était quand même positive, mais on voit que du coup, là, 31 millions d'euros. Après 2017, 2018, 2019, c'était beaucoup plus calme, pas beaucoup de volatilité, beaucoup d'interventions des banques centrales. Et là, on voit avec le Covid, à nouveau, les résultats ont bondi avec un doublement des résultats en 2020 par rapport à 2019, et c'est resté quand même très haut en 2021 et en 2022. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que ABC Arbitrage, selon moi, est une bonne assurance. Pour moi, c'est plus rentable de faire du ABC Arbitrage que de s'amuser à miser sur du BX4, hein, les ETF qui shortent x2 le CAC 40, notamment avec le problème du bêta sleeping. On se fait souvent avoir. Là, au moins, avec du ABC Arbitrage, mon assurance, elle est là. Elle s'active quand les marchés commencent à partir en vrille, et je suis bien content que du coup ça puisse générer du cash et d'avoir des dividendes. J'en ai déjà eu donc plusieurs fois dans le passé, hein, au niveau d'ABC Arbitrage, et ça y est, je viens de rentrer dessus, mais on va en parler dans quelques instants. Là, il y a un petit graphe qui avait été mis en avant par ABC Arbitrage en montrant justement la corrélation très importante entre les profits d'ABC Arbitrage et la volatilité. Donc on voit à chaque fois, hein, 2008, 2011, 2016, janvier, mars 2020, quand c'est la merde au niveau de la volatilité, quand ça augmente de manière très très forte, que tout le monde flippe, que le VIX est au plus haut, c'est l'indice de la volatilité, c'est l'indice de la peur, on voit que les résultats d'ABC Arbitrage suivent avec ces moments de volatilité. Donc ces moments de stress sont des éléments très bons pour ABC Arbitrage. Regardons quand même rapidement le dividende. Alors, ABC Arbitrage, il ne faut pas l'acheter si jamais vous recherchez une action qui va augmenter tous les ans de 3, 4, 5, 6% son dividende de manière régulière. Si vous avez absolument besoin d'un dividende croissant, de pouvoir compter sur ce dividende de manière sûre et certaine tous les ans à ce niveau-là, n'achetez pas ABC Arbitrage. ABC Arbitrage, je vous l'ai dit, pour moi, c'est une assurance, et en plus une assurance qui verse un dividende qui n'est pas dégueu. Vous voyez, même s'il a fortement varié au cours des 20-23 années précédentes, on voit qu'ils ont quand même depuis 10 ans à cœur de verser au moins 40 centimes de dividendes, sauf au cours de l'année de 2019, en tout cas au cours de l'année 2020, au titre des résultats 2019, avec 33 centimes d'euros de dividendes. Mais voilà, moi,
je joue ça comme l'assurance avec le fait que ça va générer du cash, me verser des dividendes, éventuellement prendre en valeur au niveau de l'action. Et peut-être que quand je verrai que la volatilité se calmera, et ben à ce moment-là, je revendrai pour prendre ma plus-value. J'aurai pris des dividendes entre-temps et ça me permettra de revenir sur d'autres actions qui ont morflé et qui sont bien plus basses aujourd'hui, quoi. Voilà, par exemple, ça peut être ce genre de stratégie que moi j'ai en tête quand j'investis sur ABC Arbitrage. Ce qui est très intéressant, c'est que ABC Arbitrage est une des rares actions françaises qui, à l'instar de Total Energy, verse des dividendes trimestriels. Donc ça, c'est pas mal aussi pour recevoir du cash un petit peu tout le temps, tout au long de l'année, au lieu d'attendre une seule fois par an. Ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Si on regarde du coup ce dividende, je vous l'ai dit, 41 centimes d'euros, donc ça concerne l'année 2022, mais ce sera versé en 2023, enfin en tenant compte des acomptes qui ont déjà été versés. Le BPA, le bénéfice par action, a été de 49 centimes d'euros par action. Ça représente un payout ratio de 83,7%. Rien de dramatique au niveau d'ABC Arbitrage. Ce cash-là, ils n'en ont pas vraiment ultra besoin. Ils préfèrent le donner à leurs actionnaires. Ils ont leur stratégie, leurs algos qui tournent. Et voilà, ça suffit à faire le profit que ça fait. Ça représente un rendement au cours actuel de 6,64%. Ce qui est loin d'être négligeable actuellement. Les mois de versement, c'est les mois en principe d'avril, juillet, octobre, décembre. Vous voyez, c'est bien réparti. Ce que j'aime bien en fait là-dessus, c'est que ça évite de recevoir tous ces dividendes que sur avril, mai, juin. Vous savez que déjà au niveau de mon portefeuille, j'en reçois beaucoup sur le deuxième trimestre, comme beaucoup d'entre vous là qui êtes en train de me regarder et de m'écouter. Bah forcément, au niveau du CAC 40 et du SBF 120, en France, la tradition, c'est du dividende annuel et c'est du dividende qui est versé sur le deuxième trimestre de chaque année, dans beaucoup de cas en tout cas. Et donc, c'est vrai que j'ai une forte saisonnalité au niveau des dividendes. Donc, ça me va bien si petit à petit, j'arrive à étirer cette saisonnalité. Ça me permet d'avoir des apports de cash réguliers et du coup, de pouvoir acheter des actions un peu toute l'année plutôt que de les racheter sur avril, mai, juin, ou alors de devoir mettre cet argent de côté pour si je veux racheter en septembre, octobre, novembre. Le dividende est en légère augmentation de 2,5% cette année par rapport à celui de l'année dernière. Avant de regarder le cours de bourse d'ABC Arbitrage, regardons les perspectives avec le nouveau plan stratégique qui a été présenté qui s'appelle Springboard 2025, donc plan pour les 3 ans à venir. Bon, je pense qu'il n'a pas extrêmement plu au marché, ce plan, le marché attendait peut-être mieux, puisque quand il y a la présentation de ce plan stratégique, l'action a baissé. Et d'ailleurs, j'en ai profité, c'est à ce moment-là que j'en ai profité pour commencer à rentrer sur ABC Arbitrage. Donc concrètement, je vous laisse faire pause si jamais vous voulez lire l'ensemble des éléments, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils envisagent au niveau de ce plan-là, en tout cas, c'est les principales ambitions du plan, de produire un cumul de résultats nets sur 3 ans de plus de 100 millions d'euros. Donc, ça veut dire plus de 33 millions d'euros lissés par an, avec un return on equity annuel au-dessus de 15%. Ça, c'est intéressant. Il prévoit de continuer à recruter, bien entendu, parce que c'est important d'avoir les talents qui vont bien pour développer les algorithmes, essayer de trouver les meilleurs algorithmes pour toutes les situations de marché, quand il y a beaucoup de volatilité, quand il y en a moins également. Ça, c'est un vrai sujet depuis des années pour eux, quand il y a moins de volatilité, d'arriver à produire autant de résultats. Donc, ça les intéresse d'arriver à développer des stratégies et des algos là-dessus, et puis de maintenir un payout ratio d'environ 80%, soit un cumul potentiel de plus de 1,3 € par action distribuée sur 3 ans. C'est un potentiel, encore une fois, mais si on fait bêtement 1,3 divisé par 3, ça donnerait 43 centimes d'euros par action en moyenne, donc un rendement quand même plus élevé que celui de cette année, parce que si on fait 0,43 divisé par 6,17, qui est le cours actuel de l'action, ça nous donnera un rendement moyen au cours actuel si on l'achetait là tout de suite maintenant, et si le dividende était bien de ce niveau-là, parce que ça reste qu'un plan stratégique, il faut encore que les objectifs soient atteints, ça donnera un rendement de 7% en moyenne par an sur les 3 prochaines années, si jamais ils arrivent à verser ce minimum de dividendes. Donc si on a plus, tant mieux, mais on peut viser du 7% de rendement par année au niveau des dividendes. Si on regarde le cours de l'action d'ABC Arbitrage au cours de la dernière année, ça a pas mal baissé, beaucoup de personnes s'étaient réfugiées sur ABC Arbitrage parce qu'il y avait de la volatilité, on ne savait pas de quoi demain sera fait, donc l'action avait bien monté, donc là elle a bien baissé. Moi j'ai profité, je vous ai mis le 22 mars, vous voyez, en lumière avec les 5,97 qui ont pu être touchés, même en dessous parce qu'on a touché les 5,84. Eh bien j'ai profité justement de cette période-là pour rentrer sur ABC Arbitrage. Alors je suis rentré au début un peu au-dessus de 6 €, après j'ai renforcé un peu en dessous, et donc du coup aujourd'hui j'ai un PRU de 6,01 €. J'ai acheté 200 actions ABC Arbitrage, ça représente un investissement initial de un peu plus de 1 200 € et un rendement sur prix de revient unitaire de 6,82%.
Et mon objectif pour que justement cette assurance dans mon portefeuille soit quand même représentative, parce que sinon ça n'aurait pas d'impact ou quasiment pas positif vu la taille de mon portefeuille aujourd'hui, c'est de me renforcer progressivement si le marché m'en donne l'occasion pour atteindre entre 1500, 2000 actions ABC arbitrage. Comme ça, il y aura un poids quand même significatif qui me permettrait, si tout mon portefeuille baisse, de compenser un petit peu en partie avec ABC arbitrage, de recevoir des dividendes trimestriels et de pouvoir racheter d'autres positions qui se seraient cassées la gueule. Voilà ma stratégie au niveau d'ABC arbitrage. Donc, ce que je regarde, c'est quand on passe sous les 6 euros, j'aimerais bien me renforcer vers les 5,80, 5,50 idéalement. Maintenant, il ne faut pas rêver, hein. C'est pas dit qu'elle rebascule sous ces niveaux-là, mais en tout cas, sous les 6 euros, ça me semble intéressant, en tout cas par rapport à ma situation en ce qui me concerne, de me renforcer. Donc, ce qui est sûr, c'est que je vais laisser traîner des petits ordres d'achat à court limité, donc qui se déclencheront si jamais ces cours sont atteints pour pouvoir renforcer progressivement ma position au cours des prochains mois en tant qu'assurance par rapport à ces marchés financiers qui pourraient très bien avoir une très très grande volatilité en 2023. Personne n'en sait rien. On continue avec la troisième et dernière action. Et là encore, c'est une entreprise dont je vous ai jamais encore parlé ici sur cette chaîne, sur Investir dans les dividendes. Et c'est une entreprise que j'ai commencé à rentrer en portefeuille au cours de l'été 2022. Et je me suis renforcé au cours des mois qui viennent de s'écouler. C'est l'entreprise Chargeur. Alors, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas du tout cette boîte. On va regarder ce qu'elle fait. Je vais vous expliquer pourquoi j'investis dans cette belle entreprise de taille intermédiaire. Le code ISIN, je vous l'ai mis, si jamais vous voulez retrouver cette entreprise directement chez votre broker, chez votre courtier. Elle est éligible au PEA et également au PEA PME. Et au cours actuel, ça représente un rendement au niveau de son dividende de 5,06%. Cette entreprise, ce que j'aime bien, alors là, c'est tout petit, je vous laisserai mettre en pause si vous voulez, mais vous pouvez retrouver cet article sur le site de Chargeur. Vous allez sur chargeur.com, vous allez sur l'histoire de Chargeur et vous pourrez lire tout ça. Mais je vous ai mis ça juste pour penser à vous dire deux, trois éléments. Déjà, cette entreprise, elle a plus de 150 ans. Elle a fêté ses 150 ans l'année dernière. Vous voyez, cette entreprise, elle a débuté en 1872. Et moi, j'adore ça quand il y a des entreprises qui ont une histoire assez longue et qui sont toujours là aujourd'hui, qui ont fait plein de choses au cours de leur histoire. Des entreprises comme Chargeur qui ont été obligées de se réinventer, de changer plusieurs fois de métier et qui à chaque fois ont réussi. Mais j'adore ça. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Donc, ils ont commencé dans le transport maritime. À un moment donné, ils ont été dans la communication et les médias et l'industrie textile. Quand je lui dis qu'ils ont été dans les médias, c'est que Chargeur a créé la 5e chaîne de télévision française. La 5, la fameuse, la 5, bon, ça finit par planter, mais en tout cas, c'est eux qui avaient créé la 5. En 94, ils avaient pris le contrôle du journal Libération et ils ont géré le groupe Pathé, puisque l'actionnaire en fait de Chargeur était à l'époque Jérôme Sédou, qui possède toujours Pathé Gaumont. En 2015, Jérôme Sédou a revendu ses parts à Columbus SAS, qui a été créé par Michael Fribourg, qui est le PDG actuel de l'entreprise. Donc, depuis 2015, Michael Fribourg a fait un travail exceptionnel pour redresser Chargeur, pour le réorienter sur des marchés qui sont extrêmement intéressants, des marchés de niche dans lesquels il veut être leader mondial à chaque fois. Et je pense qu'il y a une histoire assez sympathique avec l'entreprise Chargeur qu'on a devant nous sur les années à venir. Alors, au niveau de Chargeur, je vais rentrer dans le détail juste après, mais sachez qu'il y a deux gros pôles déjà au niveau de l'entreprise Chargeur. Vous avez un pôle technologie et vous avez un pôle luxe. Et le luxe, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils veulent le développer. Et quand on connaît la santé actuelle des maisons de luxe, quand on sait qu'aujourd'hui, il faut soit être ultra low cost, le moins cher de tous les low cost, ou alors être premium ou ultra premium pour arriver à faire du business et des marges surtout, eh bien, je trouve ça extrêmement intéressant qu'il y ait un pôle luxe qui soit en train de se développer de manière très forte au sein du groupe Chargeur. Et on va détailler chacune des activités pour que vous puissiez bien comprendre ce que fait l'entreprise Chargeur. En tout cas, ce qui est important, c'est que depuis 2015, ils ont modernisé l'outil industriel. Ils ont une marge brute d'autofinancement qui est extrêmement intéressante et qui est en croissance, en progression. Et on voit que Michael Fribourg, il n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot, puisque en fait, il a fait depuis 2015 15 acquisitions, dont 2 qui sont supérieures à 50 millions d'euros. Donc, ils ont l'habitude maintenant d'acquérir beaucoup d'entreprises et d'arriver à les intégrer parfaitement et à faire en sorte que ça génère un ensemble qui soit rentable et de plus en plus rentable.
Ce que j'aime bien également au niveau de chargeur, c'est comme l'action précédente, c'est que le management est skin in the game, puisque Columbus Holding, donc qui est possédé par Michael Fribourg, possède 27% du capital. Alors ça, c'est les chiffres qui datent un petit peu, puisque c'était au 31 décembre 2021, mais leur site web n'est pas à jour sur cette partie-là. Je sais que dernièrement, Columbus Holding s'est renforcé au capital de chargeur, donc ils ne seront pas au seuil de 30% qui obligerait à déclencher une OPA, mais ils se rapprochent petit à petit de ces fameux 30%. Quand vous avez un actionnaire principal qui continue de se renforcer dans sa boîte, en principe, c'est qu'il croit dans le futur de sa boîte et dans la création de valeur pour les actionnaires. Alors, je vous ai mis toutes les activités au niveau du groupe chargeur pour que vous puissiez comprendre. Ne vous inquiétez pas, je vais passer rapidement dessus. Vous avez donc une activité qui s'appelle Charger Advanced Materials, qui est le numéro 1 mondial et il se revendique comme du coup la référence mondiale des films de process industriel premium. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est notamment, vous voyez, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps en plus, quand vous achetez un frigo, que vous achetez une télé, eh bien en fait, vous avez souvent un film, vous avez, même pas souvent, vous avez à chaque fois un film de protection pour éviter que ça se raye, pour bien protéger du coup votre frigo ou votre écran de télévision. Eh bien, ce film-là, eh bien, il y a de fortes chances pour que ce soit Chargeur qui les produit, puisqu'ils ont plus de 30% de part de marché mondiale. Ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez au niveau des cas d'usage, vous avez des marques quand même assez sympathiques qui sont clientes de chargeurs. Vous avez Ikea pour tout ce qui est porte électroménager, vous avez Nespresso notamment pour réservoir d'eau et pour la grille d'égouttage, grille de protection. Weber aussi avec ses barbecues. Vous avez plein de marques qui sont clientes de ce pôle. Et il y en a d'autres ici, je vous ai mis cette slide pour ça. On ne va pas s'arrêter sur les perspectives, on en parlera plus tard. Mais globalement, vous voyez qu'en termes de clients, il y a du lourd, il y a du Nippon Steel, vous avez Aperam, vous avez ArcelorMittal, vous avez Tata Steel, également Saint-Gobain par exemple, qui est également client de chargeurs. Donc on est sur du lourd au niveau des clients de chargeurs Advanced Materials. On continue avec un autre pôle qui est donc chargeur PCC Fashion Technology, qui est le numéro 1 mondial avec une part de marché de 25% et une présence dans 20 pays. Alors là, c'est notamment de l'entoilage. Alors l'entoilage, vous voyez, quand vous avez une veste par exemple et qu'il y a une doublure, vous avez votre veste, il y a la doublure, eh bien en fait derrière, c'est notamment des entreprises comme Chargeur qui font ça et on va voir que Chargeur a des clients très prestigieux. Vous le voyez déjà, c'est petit, hein, mais vous pouvez le voir déjà sur la slide que je vous ai diffusée. Vous avez Gucci, vous avez Ralph Lauren, ils font aussi les entoilages de chemises d'Hugo Boss. Dior est un client également. Donc vous voyez, là, je vous mets les clients. Levi's, Under Armour, Dior, Boss, comme on l'a vu, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Uniqlo. On a du très lourd. Vous avez également aussi aux USA Lululemon. Alors Lululemon, si vous savez pas ce que c'est que vous faites pas de yoga, parce que Lululemon, bon, j'en fais pas, mais je sais quand même ce que c'est. Mais Lululemon, en fait, c'est la marque qui depuis quelques années explose tout aux États-Unis et dans le monde entier. Ils sont notamment fait connaître pour leurs vêtements de yoga. Donc le nom maintenant, c'est Lululemon Athletica. Et si vous regardez, ils sont cotés au Nasdaq. Si vous regardez le cours de bourse de Lululemon, vous allez voir que c'est bien d'avoir un client comme Lululemon dans ses clients, parce qu'en fait, ils sont toujours en forte croissance. Les résultats sont très bons. Ils sont revenus pas loin de leur plus haut historique. Et donc bref, voilà, c'est bien d'avoir des clients qui font du volume et de plus en plus de volume. Ils ont des clients qui n'ont pas trop de problèmes de fric, donc ça veut dire que quand il y a les augmentations tarifaires, et ben, les clients peuvent payer sans broncher et répercuter eux-mêmes cette hausse de coût des matières premières dans leur prix de vente. Donc voilà, ça c'est extrêmement intéressant comme pôle, avec cette position de leader et donc cette fameuse capacité à répercuter l'inflation et même plus que l'inflation sur leur marque cliente. Vous avez un pôle que je trouve très original et qui m'intéresse grandement, qui s'appelle le pôle Charger Museum Studio, qui est un nouveau leader mondial dans un marché qui est en plein essor. Donc, qu'est-ce qu'ils font notamment? Alors, ils font plein de choses, mais ils accompagnent les musées, les centres scientifiques, et donc ils ont une très forte présence dans tout ce qui est conception et aménagement de musées, de jardins botaniques, de centres scientifiques. Au niveau des métiers qui sont présents dans ce pôle-là, vous avez des architectes, des maîtres d'œuvre, des designers, des agenceurs, des éditeurs, des cinéastes, des conseillers en communication, des concepteurs d'exposition, des producteurs. Donc en fait, ils vont aider tous les lieux culturels à développer leurs revenus commerciaux, à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de succès au niveau de leurs expositions, au niveau de leurs événements. Donc ils les conseillent, vous voyez, sur une approche globale stratégique et directement dans les expositions, dans le contenu digital. Donc ils font énormément de choses.
et je trouve ça hyper intéressant. C'est souvent la clé pour générer de la valeur, d'être dans des marchés de niche, et dans ce marché de niche, vous débrouillez pour être le leader mondial. Vous voyez, on a déjà vu plusieurs activités de chargeurs, et à chaque fois, eh bien, c'est le leader mondial dans son activité, et c'est pour ça que je trouve que la stratégie du nouveau PDG depuis 2015 quand même, extrêmement intéressante. Vraiment, je pense qu'il va créer beaucoup de valeur au niveau de l'entreprise chargeur. Au niveau des différents clients, vous avez par exemple le Brooklyn Museum qui est client, le musée Van Gogh également, le Hong Kong Museum. Enfin voilà, partout sur la planète, vous avez des clients, toutes les personnes qui veulent, dans un contexte où il y a de plus en plus de concurrence mondiale en matière d'influence culturelle, de développement international, de l'éducation, etc. Eh bien, c'est un marché qui est en croissance, en croissance structurelle, et il y a beaucoup de choses à faire pour Chargeur Museum Studio, à savoir consolider la position de leader, et puis arriver justement à surfer sur ce marché qui est en croissance. Mais en tout cas, quand vous êtes leader mondial et qu'en plus vous avez un marché qui est en croissance, là aussi, c'est quand même assez sympathique pour développer la croissance de ces résultats pour les années à venir. Autre activité, Charger Luxury Fibers. Ils font notamment des fibres de laine naturelles et durables qui vendent à plusieurs industries, la mode, le luxe, l'automobile et l'aérospatial. C'est un leader mondial avec une part de marché supérieure à 20%, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont plus de 50% de part de marché dans la laine traçable haut de gamme. Donc ça, c'est vraiment bien. Là aussi, ils ont des clients vraiment de prestige, puisqu'ils sont fournisseurs notamment pour Volvo, pour leur siège automobile, pour Ralph Lauren, pour les pulls en laine, Gucci. Il y a des gros clients avec des très très belles marques là encore. Vous voyez, Gucci, Stella McCartney, Louis Vuitton, encore une fois. Vous avez Decathlon, Volvo, on l'a dit. Donc, il y a beaucoup de très très belles marques qui ont besoin d'avoir de la laine durable en termes notamment de marketing et d'image vis-à-vis de leurs propres consommateurs, avec une traçabilité qui est garantie, avec de l'agriculture qui est raisonnée. Donc ça, c'est hyper important, et là encore, ils sont leaders mondial sur cette activité. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, ils avaient fait un communiqué de presse puisque Charger Luxury Fibers a signé un contrat de partenariat de long terme de 4 ans avec Gucci pour leur fournir de la laine responsable. C'est leur gamme Nativa. Donc voilà, quand vous êtes sélectionné par des marques comme ça, avec des contrats de long terme, c'est que vraiment vous faites un travail qui est extrêmement bon, qui est extrêmement efficace. Et donc je pense qu'il y a là encore beaucoup de valeur à créer chez Charger. Avant-dernier petit pôle chez Charger, vous avez Charger Personal Care. Donc ça, ce qui est énorme en fait, c'est que Charger en 2020, ils ont créé ce pôle from scratch, à partir de rien. Il y avait pas de masque, vous vous souvenez, au début du Covid, il y avait une pénurie mondiale, et donc Charger a tout de suite créé et fait en sorte de mobiliser ces lignes de production pour pouvoir créer du gel hydroalcoolique, des masques en tissu lavable, des masques jetables, des blouses, des gants, etc. Et donc du coup, Charger a réussi à faire une année 2020 et 2021 exceptionnelle, parce qu'ils ont été extrêmement agiles. Donc là, je suis peut-être un peu plus dubitatif sur l'avenir de ce pôle-là. Donc, ils disent qu'il y a des leviers de croissance profitables. OK, je vais laisser le bénéfice du doute. Mais c'est vrai que depuis 2 ans, forcément, les ventes de gel hydroalcoolique, de masques, etc., ça a fortement baissé. Donc, ce pôle-là a une décroissance très importante. Donc, est-ce qu'ils vont arriver à trouver des débouchés futurs, des nouveaux marchés de long terme, assez stables, qui ne dépendront pas de la pandémie? J'espère. Mais c'est vrai qu'en tout cas, je n'ai pas acheté Charger pour ce pôle spécifiquement, on va pas se mentir. Allez, on continue, on termine même avec les marques de luxe du pôle luxe, c'est-à-dire que depuis 2021, Charger a commencé à aller encore plus loin au niveau de son pôle luxe, avec notamment le rachat de marques qui vendent directement aux consommateurs. Ils ont racheté une marque iconique de l'ultra-luxe britannique qui s'appelle Swen, qui a été fondée en 1750 en Angleterre. Donc, c'est la plus vieille marque de sellerie et de maroquinerie au monde, et elle est très réputée parce qu'en fait, elle a obtenu des mandats royaux, et donc il y a pas mal de membres de la famille royale et pas mal de stars qui ont fait déjà appel dans le passé à Swen et qui ont les produits de la marque Swen. Et donc ça a été très surprenant comme move, mais ça a été un rachat qui pour moi est extrêmement intéressant. C'est un vrai pari, c'est-à-dire que ça peut coûter pas mal de capitaux et être un peu compliqué, tout comme ça peut être vraiment l'affaire du siècle et le move du siècle si jamais ils arrivent à faire en sorte
de faire exploser cette marque-là dans l'ultra luxe, et ben franchement, ce sera jackpot pour l'entreprise. Donc là, on est vraiment sur du direct to consumer. Ça a été racheté, je ne sais pas si je vous l'ai dit, en 2021. Et en 2022, ils ont racheté une deuxième marque britannique. Je pense que c'est un terrain de chasse que Michael Fribourg affectionne tout particulièrement, puisqu'ils ont racheté The Cambridge Satchel Company, qui est une marque, alors là, pas forcément d'ultra luxe, mais qui est une entreprise qui a été fondée en 2008 avec des prix accessibles, mais de la maroquinerie vraiment de grande qualité. Et c'est une marque qui est née de manière digitale à la base. Donc, je pense qu'il peut y avoir une très, très belle complémentarité entre The Cambridge Satchel Company et Swen. Et donc, on va pouvoir développer les offres digitales Swen grâce au savoir-faire de The Cambridge Satchel Company. Après, il y a de la rentabilité qui est vraiment à créer. Vous voyez à droite, sur la projection d'EBITDA 2025, ils projettent entre 2 et 4 millions d'EBITDA. Donc, c'est pas dingue, mais je pense que vraiment sur le long terme, si jamais ils arrivent à faire émerger ces marques, ça peut être très, très bon pour l'entreprise. Maintenant, si on regarde rapidement les gammes de produits de Swen, vous avez de la maroquinerie, comme je vous le disais, de la petite maroquinerie aussi, avec notamment les ceintures, les gants, etc., les parapluies, et également de la vente de chapeaux avec donc la partie chapellerie. On passe aux performances 2022 avant de se projeter sur 2023 et sur les années à venir. Vous voyez, même le mode de communication du groupe est très luxueux dans son approche, très classe, très design au niveau de ses résultats. Vous voyez les images qui sont utilisées, les codes couleurs. On voit bien qu'il y a une stratégie de premiumisation du groupe Chargeur, et ça me plaît énormément. Chiffre d'affaires de 746 millions d'euros, un résultat opérationnel de 45 millions, un résultat net de 22,1 millions d'euros. Si on compare à 2021, on a un chiffre d'affaires qui est en très légère croissance, un résultat opérationnel et une marge d'EBITDA qui baisse entre 8 et 10% suivant qu'on regarde l'EBITDA ou le résultat opérationnel des activités. Et le résultat net a baissé de quasiment un tiers, moins 9 millions d'euros, passant de 30,6 millions d'euros à 22,1 millions d'euros en résultat net. Alors ça, c'est notamment par rapport justement au phénomène de vente de masques et de gel hydroalcoolique qui ont fortement baissé. Donc ça a continué à fortement impacter le résultat net en 2022. Je vous ai parlé des acquisitions au sein du pôle luxe sur 2022 en ce qui concerne Chargeur, donc The Cambridge Satchel Company. Je viens d'en parler, je n'en reparle pas, mais vous voyez, il se renforce aussi sur le pôle Chargeur Museum Solutions avec l'acquisition d'un éditeur de référence de nombreux musées prestigieux. Alors là, je les crois sur parole parce que moi, personnellement, comme je ne suis pas du tout en ce milieu-là, je ne connaissais pas. Mais en tout cas, il continue de développer fortement le pôle Museum Studio, et pour moi, c'est une excellente stratégie. Maintenant, comme il y a pas mal d'acquisitions qui ont été faites et qui continuent d'être faites, dans le contexte actuel, la hausse des taux d'intérêt, de l'inflation, du fait que les entreprises qui sont endettées sont un peu chahutées en bourse, pour moi, il était extrêmement important qu'on fasse un zoom rapide sur la structure financière. Alors, qui est solide, mais qui est quand même de plus en plus endetté. Si vous regardez en bas à droite, il y avait un levier ratio dette net EBITDA de 1,5 fois à fin décembre 2021, mais avec les différents rachats notamment qui ont été faits, ce ratio est à 2,6 fois de l'EBITDA. Donc franchement, ça va. C'est maîtrisé. Il y a une marge brute d'autofinancement, on l'a vu, qui est intéressante, qui est en progression. Donc voilà. Mais il faut avoir ça quand même en tête. Moi, je fais confiance au management. Je sais qu'il ira pas trop loin. C'est son patrimoine personnel. Donc il fera attention. Mais il faut avoir ça en tête. Et je pense que Chargeur a aussi été secoué par rapport à ça, par rapport au fait que toutes les entreprises qui ont un peu ou beaucoup de dettes sont assez impactées au niveau de la valorisation sur les marchés. Maintenant, je trouve que ça reste tout à fait convenable au niveau de Chargeur et très, très bien géré par le management. Ce qui était intéressant aussi là, c'était de regarder l'évolution de Chargeur entre 2019 et 2022 au niveau de son modèle d'affaires. Ce qu'on peut voir rapidement, c'est que le pôle luxe pesait moins de 18% du chiffre d'affaires 2019, qui était de 626 millions d'euros, et que là, en 2022, eh bien, le pôle luxe est légèrement supérieur à 25%, alors que c'est un chiffre d'affaires qui, dans le même temps, a augmenté à 746 millions d'euros. Donc, on voit bien la stratégie d'arriver à faire en sorte d'équilibrer au maximum les différents pôles pour pas être trop tributaire d'un pôle en particulier. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, sachant que le côté luxe, comme je l'ai dit, ça me plaît beaucoup. Il y a eu d'ailleurs 10 acquisitions qui ont été faites au sein du pôle luxe depuis 2018. Donc cette croissance du chiffre d'affaires et de cette part du chiffre d'affaires du pôle luxe, c'est pas fait qu'en croissance organique. Il y a eu beaucoup de rachats. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2023, le groupe annonce que le pôle luxe représentera plus de 30% du chiffre d'affaires du groupe en 2023. Si on regarde toujours cette année 2023, je vous laisserai lire si ça m'intéresse également. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il vise une croissance soutenue du chiffre d'affaires,
une génération de MBA, donc de marge brute d'autofinancement élevée, et qu'ils veulent du coup rééquilibrer la contribution des deux pôles d'activité en faisant en sorte de faire croître le pôle luxe. L'objectif est de franchir rapidement les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le pôle luxe grâce à de nouvelles acquisitions notamment, et ils ont déjà identifié des cibles, et il y a quelques temps ils avaient dit qu'ils ne seraient pas contre faire une acquisition un peu plus importante que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent avec des marques qui pèsent un petit peu plus que les marques qu'ils avaient rachetées, que ce soit Swen ou The Cambridge Satchel Company. Donc ça peut être intéressant s'il y a une grosse cible qui est identifiée, bon, une grosse cible qui reste quand même dans les moyens financiers de Chargeur bien entendu, mais ça peut être intéressant et donner un bon coup de projecteur sur ce pôle luxe du groupe Chargeur. Sur le long terme, avant de passer aux dividendes et aux cours de bourse de Chargeur, on voit qu'ils mettent en avant des leviers de création de valeur organique qui sont clairement déployés avec une projection au niveau de l'EBITDA. Alors, c'est une hypothèse qui est faite dans un environnement macroéconomique normalisé, mais ils attendent d'ici 2025 un pôle technologie supérieur à 90 millions d'euros d'EBITDA et un pôle luxe supérieur à 30 millions d'euros, plus des nouvelles acquisitions. Donc ça veut dire qu'ils s'attendent à ce que l'EBITDA fasse quasiment x2 par rapport à l'EBITDA de l'année dernière qui était à 69 millions d'euros. Donc si jamais ces objectifs sont tenus, on voit effectivement qu'au niveau du résultat, ça devrait être sympathique pour les actionnaires de Chargeur. Pour résumer leur stratégie, en fait, là, il y a un petit peu de blabla marketing, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'ils achètent des entreprises qui ont des talents. Donc, ils incorporent ces talents, ces savoir-faire, ces métiers dans leur groupe, et qui a cette fameuse stratégie de diversifier les moteurs de performance pour ne pas être sur des marchés qui sont trop cycliques, pour ne pas dépendre que d'un marché spécifique. Donc ça m'intéresse. Et cette fameuse stratégie de premiumisation qui permet d'avoir des barrières à l'entrée de plus en plus élevées, de sécuriser la croissance future et d'être sur du pricing power. Et ça me plaît énormément. Et je pense que du coup, c'est un pari qui est intéressant, qui est loin d'être gagné, même s'il y a déjà des très belles choses qui ont été faites au cours des années précédentes. Donc, il y a une prise de risque. Mais moi, ça m'intéresse de faire partir de l'histoire de Chargeur. Au niveau de la courbe du dividende de Chargeur, donc là, je vous ai fait une courbe cette fois-ci pour pouvoir vous rendre compte des mouvements importants au niveau des dividendes de Chargeur. Donc pareil, hein, comme pour l'action précédente, il ne faut pas acheter Chargeur si jamais vous cherchez un dividende avec une grande régularité. Je trouve qu'ils prennent quand même soin de leurs actionnaires. En même temps, vous voyez ce qui a été versé en 2021 et en 2022 au niveau du dividende. Ils auraient très bien pu faire le choix de verser beaucoup moins de dividendes, histoire d'avoir une courbe qui soit un peu plus progressive, de mettre du cash de côté et de pouvoir augmenter son dividende année après année, sans compter la fluctuation des résultats. Ils ont fait le choix de balancer pas mal de dividendes sur 2021 et 2022 parce que les résultats avaient été exceptionnels. Donc ça, je trouve ça intéressant. Ça les empêche pas de croître et de faire des acquisitions quand même. Alors du coup, ils s'endettent un peu plus, mais je trouve ça quand même intéressant de faire et de la croissance avec des acquisitions, de la croissance organique, en même temps de penser à ses actionnaires. Ce qui me plaît, c'est que le dividende il est versé en 2 fois. Alors, il y a une partie qui est détachée en avril, une partie en septembre. Mais d'ailleurs, c'est l'inverse de ce que je vous ai écrit, pardon. C'est que l'acompte est détaché en septembre. En principe, il est versé soit en septembre, soit en octobre, soit début octobre. Et le solde du dividende est détaché en avril et donc versé soit en avril, soit en mai. Mais en principe, on est vraiment sur du octobre en acompte et mai au niveau du solde. Donc, moi, ce que je vise avec Chargeur, c'est des bons gros dividendes, mais dans quelques années, une fois que cette premiumisation aura continué, aura continué de faire ses preuves, aura grossi et que l'EBITDA, du coup, sera de plus en plus important et le résultat net également. Donc, voilà ce que je mise au niveau de Chargeur. C'est pas pour le dividende de tout de suite maintenant, mais ça fait toujours plaisir et surtout un dividende en 2 fois pour ne pas être tributaire des dividendes versés annuellement au cours du deuxième trimestre uniquement. Mais ce que je vise, c'est vraiment la croissance future, l'amélioration de la valorisation de la boîte. Si jamais elle réussit ce virage vers le luxe et cette premiumisation, et également les futurs dividendes qui pourront être versés dans 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, c'est un ticket que je prends sur Chargeur. Si on regarde le cours de Chargeur au cours des 5 dernières années, il y a forcément eu un creux très important au niveau de la période Covid où l'action était passée sous les 10 euros. Depuis, elle avait bien rebondi grâce notamment à ses activités de création, de fabrication de masques et de gel hydroalcoolique notamment et d'éléments de protection de la personne. Elle avait rebondi, vous voyez que début 2022,
On avait passé la barre des 25 euros. Là, ça a fortement rebaissé. Au 30 septembre 2022, ça avait baissé sous les 12 euros. C'était même tombé à 11,04 €. Et donc, moi, j'ai commencé à rentrer dessus donc, à l'été 2022. Je me suis renforcé quand ça a baissé au mois de septembre. Et là, j'attends que ça rebaisse un petit peu pour pouvoir me renforcer. J'aimerais bien me renforcer sous les 13 euros, aux alentours des 12,50, 13 euros. Ça me semble pas mal pour jouer le long terme sur l'entreprise Chargeur, en sachant que avec mes achats successifs, j'ai acheté 300 actions Chargeur, donc c'est ce que j'ai dans mon portefeuille aujourd'hui. Mon prix de revient unitaire, il est 13,90 €. Ça représente un investissement initial de 4 170 €. Mon rendement sur mon prix de revient unitaire par rapport aux dividendes, en comptant l'acompte et le solde, eh bien, c'est 5,47%. Et mon objectif dans un premier temps, c'est d'atteindre les 500 actions Chargeur. Et après, en fonction de la manière dont le PDG déroule la stratégie, dont je vois que ça se concrétise concrètement dans les chiffres, que le virage vers le luxe marche, eh bien, sûrement qu'à ce moment-là, je déciderai de renforcer ma position pour peut-être aller chercher les 750 actions au total dans mon portefeuille. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci beaucoup. Mettez un maximum de likes, s'il vous plaît. Si vous avez des commentaires, des choses à me dire, ça se passe en dessous dans la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Merci encore d'être fidèle à la chaîne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur investir dans les dividendes. Ciao!